Bienvenue dans l'Africa News, votre émission de débat et d'analyse en cette semaine spéciale Rwanda. Le dossier du jour sera consacré à la dépendance énergétique du pays. Et au sommaire également de cette émission, en Côte d'Ivoire, mise en examen d'anciens chefs rebelles proches de l'actuel président Alassane Ouattara. Enfin, une identité pour les enfants nés pendant l'occupation du nord du Mali. Sont environ 1 millier de mineurs à avoir obtenu un acte de naissance ce mercredi 7 juillet. Nous verrons également que le Maroc accuse une baisse du tourisme. Et puis, le Cameroun ambitionne toujours de transformer le cacao, produit un pas nécessaire pour atteindre l'émergence. Et ils sont avec nous autour de ce plateau pour en parler, nos éditorialistes. Jean-Marie Bitomo. Jean-Marie, bienvenue. Bonsoir Amira, bonsoir à nos téléspectateurs. Daouda Tal. Daouda, merci d'être avec nous. Merci Amira, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Et Alfred Chango. Alfred, bienvenue. Merci Amira, et puis ravi de vous retrouver sur ce plateau, et puis merci de l'accueil de mes très chères téléspectatrices. Et tout de suite, c'est l'info du jour. La justice ivoirienne a mis en examen des anciens chefs rebelles proches de l'actuel président Alassane Ouattara, parmi eux Chérif Ousmane et Loseni Fofana. Ils sont accusés d'avoir commis des crimes pendant la crise post-électorale de 2010-2011. Jusqu'à présent, seuls les proches de l'ex-président Laurent Gbagbo ont été poursuivis par la justice ivoirienne. Le camp justement de Laurent Gbagbo, le FPI, le Front populaire ivoirien, salue cette initiative mais s'interroge tout de même quant aux véritables ambitions du pouvoir à quelques mois de l'élection présidentielle. Liselcia Kizimana. C'est la première fois depuis 2011 que des proches du président Alassane Ouattara sont mis en examen par la justice ivoirienne. Des anciens éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire qui ont soutenu l'actuel chef d'État ont été inculpés pour des crimes commis pendant la crise post-électorale de 2010-2011. Il s'agit notamment de Chérif Ousmane et Loseni Fofana. Ces deux anciens commandants de zone ont joué un rôle important pendant la crise face aux forces de Laurent Gbagbo. L'inculpation de chefs militaires proches du camp Ouattara, ou plutôt d'officiers influencés, on devrait dire, est le signe de ce que la justice ivoirienne a décidé d'aller jusqu'au bout de toutes les procédures et de ne plus donner l'opportunité à la Cour pénale internationale éventuellement de se mêler des affaires. Cela signifie que ni Simon Gbagbo n'ira et ni tout autre suspect dont la CPI aurait besoin n'ira à la CPI. C'est dans ce sens-là qu'il faut entendre les inculpations, qui ne signifient pas culpabilité comme cela a été dit. Quelqu'un est inculpé, ça ne veut pas dire qu'il est coupable ou qu'il sera jugé coupable. La Fédération internationale des droits de l'homme salue cette initiative qui marque un rééquilibrage des poursuites judiciaires en Côte d'Ivoire. Les proches de Laurent Gbagbo, quant à eux, s'interrogent sur le bien fondé de ces inculpations. Je m'interroge surtout sur la portée de telles inculpations. N'est-ce pas pour faire échec en réalité à d'éventuelles poursuites de la CPI? Ce n'est qu'à la veille d'élections et face aux déclarations de Mme Bensouda qui indiquait avoir débuté des poursuites, en tout cas de son enquête concernant le camp de M. Ouattara, que M. Ouattara tout d'un coup procède à la mise en examen via la justice ivoirienne, à la mise en examen d'officiers proches de lui. Donc je pense qu'il ne faut pas être dupe. Si dans l'absolu ça peut paraître une bonne chose dès lors que les éléments leur sont reprochés, si c'est pour qu'au final ça aboutisse à un non-lieu ou à un acquittement, ce serait grave au regard des graves crimes commis durant la crise post-électorale. Plus de 20 personnes sont concernées par ces inculpations, des anciens rebelles partisans d'Alassane Ouattara, ainsi que d'anciens fidèles à l'ancien chef d'État Laurent Gbagbo. Notons que ces avancées judiciaires interviennent à 3 mois de la présidentielle d'octobre 2015. Daouda, on vient de le voir, c'est une grande première, mais est-ce que ça équilibre un peu les rapports ? Ça équilibre les rapports. Bon, en tout cas, on est sur cette voie-là, puisqu'il y a quand même... moi, j'ai toujours dit, Amira, que la justice des vainqueurs n'est pas une bonne chose. Je ne dis pas que depuis le début, c'est ce qui se passait, mais en tout cas, il n'y a qu'une seule partie qui avait été quand même impliquée. Voilà. Et là, c'est un rééquilibrage, en fait. Maintenant, sur la forme, hein, j'entends bien. Maintenant, sur le fond, il faudrait regarder, puisque l'avocate qu'on a entendue dans le reportage, ce qu'elle dit est aussi peut-être légitime également. Elle se pose la question à savoir,
Est-ce que c'est pas parce que les élections arrivent qu'on veut montrer que voilà qu'on est équitable? Vous pencherez plutôt du côté de la démarche électorale? C'est quelque chose à prendre en compte. C'est quelque chose à prendre en compte, d'autant plus que ce type de procédure est assez long. C'est des procédures longues. Donc peut-être qu'on n'arrivera pas à savoir quelle est la peine qui a été infligée ou pas à ces personnes qui sont inculpées. On le saura qu'après les élections. Donc on ne peut pas en juger tout de suite. Moi, je m'en tiens là et j'espère qu'en tout cas, tout sera équitable des deux côtés. Oui, parce qu'Alfred, les mises en examen, c'est bien. On attend aujourd'hui de réelles condamnations. Oui, en effet, de toute façon, Amira, de l'inculpation au jugement et puis à la condamnation, il va couler pas mal d'eau sous les brillets. Et puis, donc, pour le moment, on peut se contenter uniquement de cela. Évidemment, Abiba Touré, l'avocate de Simone Gbagbo, a raison de se poser la question de l'opportunité politique, de l'opportunité judiciaire, donc de condamner ou enfin de mettre en examen ou d'inculper ces deux officiers de l'armée ivoirienne. Et je pense que Afale Waliki l'a rappelé dans son mot, effectivement. Bien sûr, il y a à l'horizon l'élection présidentielle dans 3 mois, et donc qu'on inculpe comme ça, est-ce que ce n'est pas un signal qu'on lance justement à l'opinion ivoirienne pour dire, ben justement, nous sommes sur la voie de la réconciliation, que le président actuel met tout en œuvre pour justement que une justice équitable, une justice juste s'applique à tout le monde, que personne ne jouit de l'impunité, que personne n'est au-dessus de la loi et que par conséquent, il pourrait en tirer quelques dividendes politiques. Mais ça, c'est assez aléatoire. Personne ici ne peut préjuger justement de ce que sera le vote des Ivoiriens, d'autant qu'on sait qu'il y a un certain nombre de personnalités du parti de Alassane Dramane Ouattara qui ont quitté le parti, qui se sont alliés avec les dissidents du FPI pour justement exiger une véritable démocratie, un véritable processus de réconciliation et de paix, sous-entendant que le pouvoir actuel ne fait rien ou ne fait pas beaucoup pour accélérer justement ce processus-là. Donc c'est encore assez aléatoire. Alors, Jean-Marie, on peut également penser que c'est un signal fort adressé à la CPI, la Cour pénale internationale, qui demande toujours le transfert de Simone Gbagbo, peut-être un signal pour montrer que la justice ivoirienne est indépendante? Je pense qu'il y a un peu de ça, Amira, dans la mesure où on sait que, bon, on peut avoir 2 positions. La position, si vous voulez, qui est la position au niveau interne, par rapport aux pressions de la population ivoirienne. Entre les vaincus et les vainqueurs, il fallait quand même si, bon, Alfred et Daouda sont beaucoup plus partis sur la prospective. Mais moi, je me dis là-dessus, c'est-à-dire, ne serait-ce que le geste en lui-même contribue déjà à apaiser. Évidemment, comme ils l'ont dit tous les deux, on ne peut pas préjuger de ce que sera le résultat maintenant. Y aura-t-il condamnation, oui ou non? Mais je pense que ce n'est pas un mauvais signal par rapport à la situation qu'a vécue la Côte d'Ivoire. Je pense quand même que c'est un signal positif par rapport à l'ensemble de la population. Donc ça, c'est au niveau interne. Au niveau international maintenant, comme on l'a entendu dans le reportage, la CPI, à ce niveau-là, si vous voulez, on lui coupe plus ou moins l'herbe sous le pied en se disant qu'on sait très très bien, il ne faut pas oublier qu'il y a de cela quelques semaines sur ce plateau, on a parlé du cas de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a déjà préconisé de sortir, comment dirais-je, de la CPI au cas où les fameux articles auxquels ils ont été soumis pour essayer de condamner l'Afrique du Sud pour ne pas avoir arrêté El Béchir. Donc, je pense bien, moi je l'avais dit, c'est-à-dire ce jour-là, ici là sur le plateau, ça risque de faire tache d'huile parce que les pays africains ne sont plus d'accord avec, si vous voulez, le fait que ce ne soit que les Africains qui soient condamnés par la CPI. Et au Mali, 1 millier d'enfants du nord du pays ont enfin pu obtenir une carte de naissance. Ils en avaient été privés pendant l'occupation de cette région par les terroristes et les groupes rebelles. Arwa Barkala. Une identité pour les enfants nés pendant l'occupation du nord du Mali.
Ils sont environ 1 millier de mineurs à avoir obtenu un acte de naissance ce 7 juillet. Pendant l'occupation de ces régions du pays par les groupes armés et les djihadistes, le service d'état civil et l'administration malienne n'avaient pu enregistrer les naissances. C'est une autre ONG, l'APDF, qui est à la base, qui a fait vraiment un plaidoyer pour qu'on puisse donner des actes de naissance aux enfants. Bon, une telle mesure pour nous vient en protection de ces enfants. Parce que vous savez, dans la société malienne, un enfant qui naît de père inconnu, c'est comme un végéton. Donc les autorités ont bien voulu aider la PDF pour que ces enfants-là puissent avoir un document administratif permettant de dire qu'effectivement, c'est des fils, c'est des pupilles du Mali. Différentes ONG œuvrent pour la reconnaissance civile de tous les enfants au Mali. L'enjeu prend des dimensions sécuritaires pour l'État malien, car l'enrôlement d'enfants non répertoriés dans les brigades armées représente, selon les observateurs, un danger pour le pays. Ces enfants sont en train d'être marginalisés bien avant leur naissance. Ils sont en train d'être marginalisés. Mais s'ils arrivent à avoir un document qui prouve qu'effectivement c'est des Maliens, moi, je pense que c'est une très bonne chose. Si cette mesure devait s'appliquer au nord du Mali, il fallait l'étendre à toutes les régions du Mali parce que c'est le même genre de problème qu'on rencontre un peu partout. Que vous soyez à Kidal ou à Kaï, c'est le même problème que nous rencontrons. Il ne faudrait pas que la mesure s'arrête à Gao. Sinon, elle serait une mesure discriminatoire vis-à-vis des autres enfants du pays. Les mineurs bénéficiaires de ces actes de naissance sont des enfants légitimes, naturels ou encore nés après le viol de leur mère par des groupes armés. Des opérations de ce genre ont déjà eu lieu au Cameroun où des enfants issus de familles déplacées ont reçu leur acte de naissance. Alfred, une très bonne nouvelle et un soulagement pour ces enfants, mais aussi pour leur famille. Oui, naturellement. Je crois, Amira, effectivement, que partout au monde, le droit des enfants, le droit de l'enfant doivent être respectés. Les droits aussi des femmes, des mères aussi doivent être respectés. En l'occurrence, après tout ce qui s'est passé au nord du Mali, les violences dont les femmes ont été l'objet. Et malheureusement, on sait souvent en Afrique, quand il y a des conflits, les premières victimes, ce sont justement les femmes qui deviennent des butins de guerre pour les chefs de guerre ou en tout cas pour toutes les forces qui sont engagées dans ces affrontements armés. Donc c'est une bonne chose pour ces enfants. Leur reconnaissance civile, leur reconnaissance juridique tout simplement, ça permet effectivement de sortir de zones d'ombre, de zones de non-droit et pour ces enfants c'est vraiment la reconnaissance de la nation envers eux, comme ça on sait les identifier, on sait qui ils sont et pour leur avenir au moins ils ont justement cet acte de naissance qui est capital pour la suite justement de leur vie et donc pour leur avenir, c'est très important. Alors Jean-Marie, cette reconnaissance de ces enfants du nord du Mali a été grâce à une ONG allemande qui a lancé l'opération dénommée Une identité pour l'enfant malien. Est-ce que l'État malien ou la sous-région n'avait-il pas les moyens de financer ce genre d'opération qui me semble être quand même primordiale pour la reconstruction du pays ? Je suis d'accord avec vous, Amira, c'est une opération primordiale, sauf que pour l'instant, l'État malien étant un État, c'est vrai qu'on a un gouvernement qui est là, il y a un État qui existe, mais qui n'existe pas dans sa plénitude. C'est-à-dire vous avez une partie du territoire qui ne fait pas partie. Et je pense que le mouvement extérieur, si vous voulez, Amira, ici, là, chez nous en Afrique, les droits de l'homme, si vous voulez, sont un peu à côté. Donc à partir de là, une initiative comme ça venant de l'extérieur, est la bienvenue tout simplement. Pourquoi on vient nous rappeler, si vous voulez, les droits de l'enfant dont on parlait Alfred là tout à l'heure, que c'est une chose importante. L'État malien, l'État central malien a tellement de choses à faire que je ne pense pas, même au Mali, qu'on ait pu trouver des gens qui auraient pu essayer de demander en sorte qu'on rétablisse cette situation-là. Autant ici, là, sur ce plateau, nous parlons de notre indépendance. J'ai dit toujours qu'indépendance, ça ne veut pas dire qu'on se coupe de l'extérieur. Bon, il y a des choses sur lesquelles on peut nous amener de positif à l'extérieur et c'est à nous maintenant de faire le choix. Qu'est-ce qui est beaucoup plus pertinent pour nous? Qu'est-ce qui sied à nos environnements? Donc, à partir de là, je ne crierai pas là-dessus, Amira, du fait que ce soit une institution allemande qui est, comment dirais-je, fait pression pour que ce soit fait. C'est déjà une chose, parce que là, on parle que du Mali.
il y a la RDC aussi de l'autre côté. Moi, je me souviens du médecin congolais qui a eu pas mal de prix internationaux, qui s'est occupé des femmes qui ont été violées, si vous voulez, dans l'Est du Kivu. Et ça fait autant d'enfants. C'est-à-dire que ce sont des choses qui sont relativement intéressantes et importantes à penser à mettre en place à l'avenir de ces enfants. Exactement, le docteur Mukwege. Donc, c'est très, très important comme démarche de mon point de vue. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africaine. Nous vous remettons tout de suite.